Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Mercado Libre? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, cette vidéo est sponsorisée par un de nos abonnés. Et ici, il a choisi l'onglet investisseur pour pouvoir demander à ce qu'on analyse une entreprise en particulier. Donc ici, si vous aussi vous voulez aller plus loin afin de pouvoir soutenir la chaîne, vous avez trois options. Sponsor, ça veut dire merci, je réponds en priorité à vos commentaires. Et investisseur, ça veut dire merci, je réponds en priorité à vos commentaires. Et non seulement ça, vous avez l'opportunité de pouvoir demander d'analyse d'une entreprise qu'on fera généralement dans les 72 heures. Et également, en dernier lieu, vous avez l'onglet partenaire qui regroupe tout ce que je vous ai cité précédemment, donc réponse prioritaire, demande d'analyse de compagnie sous 72 heures et également en supplément, je vous réserve la crème de la crème en termes d'opportunités d'investissement. Donc, s'il y a une entreprise présentement qui a des avantages compétitifs et qui s'échange à un prix sous-évalué en date d'aujourd'hui, je vais vous la présenter en primeur et uniquement pour vous. D'accord? Donc, ce sont les moyens que vous pouvez utiliser ici pour soutenir la chaîne. Sinon, ce n'est pas une obligation et vous pouvez également, normalement, liker la vidéo et commenter la vidéo, sinon également la partager. Donc ici, Mercado Libre. Ceci représente uniquement voilà, je voulais dire une opportunité d'investissement. Non, excusez-moi. Ceci représente uniquement mon point de vue. Tout est enregistré en live ici. Donc, uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Mercado Libre, c'est une compagnie, c'est une entreprise argentine spécialisée dans le commerce sur Internet, notamment via le système de vente aux enchères. Ça, c'est ce que Wikipédia nous dit. Parce que si vous creusez bien, si vous allez dans les rapports financiers ou si vous allez sur le site de l'entreprise, vous allez vous rendre compte que c'est une compagnie de e-commerce, mais également c'est une compagnie financière. Et là, quand on parle de compagnie financière, il faut faire attention. Parce qu'une compagnie financière, que ce soit une fintech, ne s'analyse pas de la même façon qu'une compagnie de e-commerce. Parce qu'il y a le risque de crédit, d'accord, dans la compagnie financière. Parce que dans l'onglet financier, qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Ils fournissent ils se permettent, entre parenthèses, bien sûr, de donner de proposer du crédit à certains de leurs consommateurs. Et vous savez que cette entreprise exerce uniquement en Amérique du Sud, donc Brésil, Argentine, Mexique, Pérou, et le taux de bancarisation est très bas. Donc là-bas, on ne fonctionne pas beaucoup avec le crédit. C'est beaucoup de cash. Donc, il y a pas là c'est très rare de trouver quelqu'un qui a un niveau de crédit élevé ni quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la façon dont on utilise le crédit dans ces zones-là n'est pas la même, c'est pas la même chose qu'en Amérique du Nord ou bien qu'en Europe. D'accord? C'est à peu près l'équivalent de l'Afrique ici. Donc, c'est encore au début. Donc, c'est encore au balbutiement. Donc, c'est-à-dire que quand on choisit de prêter de l'argent à quelqu'un, parfois, ça vient avec des taux d'intérêt très élevés parce que le risque de perte est également élevé. Il n'y a pas que le crédit. Ils ont également un onglet marketing, enfin, ils peuvent appeler ça advertising, dont également ils font de la pub sur leur site web. Donc, ne la comparez pas uniquement à une entreprise de e-commerce. Et vu que c'est une compagnie de croissance, je vais l'analyser d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que je préfère me protéger au maximum. OK. Donc ici, généralement, on recherche la stabilité ou la croissance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? Ici, on constate qu'on a une croissance des revenus. On adore ça. Mais c'est bien d'avoir une croissance des revenus avec une stabilité des marges brutes. Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des marges brutes? Ici, on a une décroissance de la marge brute. Et c'est tout à fait normal. Je vous dirais parce que c'est une entreprise qui fait dont le business model a un tout petit peu changé. Avant, on faisait uniquement du e-commerce, donc on était juste une plateforme d'échange, d'accord? C'est qu'il y a normalement, on prend juste, quand c'est la plateforme d'échange, dépendamment du volume de vente ici, on prend juste nos co-commissions, c'est tout. On vous fournit uniquement la plateforme, d'accord? Maintenant, quand on ajoute le e-commerce et les services adjacents comme la logistique, etc., les marges diminuent, mais le revenu augmente. Donc, ce qui veut dire que si vous allez analyser, par exemple, cette entreprise-ci et que vous prenez en considération les marges de free cash flow passées, on est en train de faire une erreur. D'accord? Donc, ici, au niveau des revenus, ici, sur les 12 derniers mois, on a à peu près, enfin, en prenant comme base décembre 2021, on avait à peu près une croissance de, voilà, 37% sur les 10 dernières années, 52% sur les 5 dernières années, 69% sur les 3 dernières années. Donc la croissance était de plus en plus exponentielle. Attention, est-ce que la période de 2020 a été une année exceptionnelle pour elle? Non, je dirais que non, parce que à partir sur le dernier trimestre également, on a une croissance extraordinaire. Donc semble-t-il que le volume de croissance est très très élevé ici. Donc, en termes de croissance, qu'est-ce que je vais prendre? En termes de croissance ici, je vous dirais que
Voilà, je vais prendre 30%. Encore une fois, je coupe la poire en deux. Ça paie 40%, 50%, 60%. Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. D'accord? Je vais prendre 30%. Au niveau du revenu ici, je vais faire gentil. Je vais prendre les revenus sur les 12 derniers mois. D'accord? Donc, prenant comme si on avait publié nos résultats en juin 2022. C'est juste pour faire simple. D'accord? Sinon, je pourrais prendre ceux de 2021. D'accord? Donc, on va prendre 8 milliards. Au niveau de la dette nette ici, donc au niveau de la dette nette, je vais aller comparer ici. Est-ce qu'on a la dette nette ici? Je vous ai dit valeur d'entreprise moins capitalisation boursière et vous trouvez la somme que vous trouvez. Si elle est négative, si c'est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. Si c'est positif, ça veut dire qu'il y a de la dette nette. Donc ici, on a à peu près à 2 milliards 500. Et vous pouvez aller sur Yahoo Finance pour aller vérifier ça ici. Donc on a 2 milliards 500 en termes de dette nette. 2 milliards 500 par là. J'arrondis bien sûr. Le PER moyen, ça ne servira strictement à rien du tout ici parce que je ne vais pas prendre la méthode avec les PER comme j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais vous montrer ce que je vais faire ici. Donc, pour la valorisation de cette entreprise, je n'ai pas besoin d'aller regarder les free cash flow, ni aller je vais juste regarder ici le nombre d'actions, si c'est croissant ou décroissant. Donc ici, on a à peu près un nombre d'actions qui est stable, d'accord? Volume élevé de croissance, c'est correct, mais le nombre d'actions n'augmente pas également rapidement, donc c'est tout à fait correct. On veut un nombre d'actions qui est stable. Est-ce que l'entreprise s'autofinance? C'est le minimum du minimum qu'on demande sur une entreprise de croissance. Donc voilà, c'est le cas ici. Donc elle s'autofinance, il y a même du free cash flow. En termes de free cash flow, vous constatez que ça fluctue énormément. 5%, 23%, 13%, 9%, 13%, 13%, 24%, 29%, 5%, 32%. Donc, en moyenne, on est à 10%. Ah, c'est en moyenne. En termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on constate? On a marge nette est presque inexistante depuis 2017. D'accord? Donc, et vous pouvez voir que depuis 2017, le volume de croissance a commencé à augmenter drastiquement. Et c'est à cette période-là qu'on a commencé à avoir des marges brutes un tout peu de moins en moins élevées. D'accord? Donc, en termes, s'il fallait prendre des free cash flow, j'aurais pris du 10%. Mais il ne suffit juste pas de prendre du 10% comme ça à la volée. Il faut savoir pourquoi. Il faut lire les rapports financiers pour ça, pour avoir de la couleur au niveau de ces free cash flow-là. Donc, je vais juste les mettre ici, juste pour information, ce que j'aurais dû prendre, ce que j'aurais pris normalement. Si j'avais eu à choisir un PER moyen, j'aurais fait 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on va essayer de calculer avec ces éléments-ci. Je vous ai dit que j'allais le calculer d'une certaine façon, mais on va le faire ici directement pour vous, comme on a l'habitude de le faire. Il n'y a pas de dividende, donc on n'a pas besoin de parler de qualité de dividende ici. Donc, si, présentement, on a des PER de 25, d'accord, 25, d'accord, 25, ici, 25. Actuellement, on a un revenu à peu près de 8 milliards sur les 12 derniers mois. D'accord? Ce n'est pas le revenu qui a été publié au mois de décembre 2021. C'est par rapport aux 12 derniers mois, donc en prenant en considération les deux trimestres qu'on a déjà eu à vivre présentement. D'accord? S'ils ont déjà publié leurs résultats financiers pour le deuxième trimestre, bien sûr. Donc ici, 8 milliards. Si on prend ici 10% de 8 milliards, ça donne combien? 10% de 8 milliards, ça donne 800 millions. D'accord? Si on prend ici 800 millions, multiplié par 25 fois les bénéfices, moi la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne 347 dollars l'action. D'accord? Sans croissance. OK? Maintenant, la même entreprise avait maintenant 30% de croissance sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça revient à peu près à multiplier le revenu ici par 3,7. On va faire simple, on va l'arrondir à 4. Parce que la croissance ici, on la sous-évalue déjà. On est à 60% présentement. Donc, on va multiplier ça par 4. Si on multiplie par 4, ça revient à une croissance de combien? Si vous voulez savoir, sur les 5 prochaines années, ça revient à une croissance de 32% par là. Donc, pas grand-chose non plus en termes de variation. Donc, 4 fois 800. Donc, 800 ici, vous pouvez faire 4 fois 8 milliards. D'accord? Multiplier ici par 0,1 qui est le 10% de marge bénéficiaire par rapport au free cash flow, ça donne 3 milliards 200. Donc si on prend ici 3 milliards 200, 3 milliards 200 ici, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 1538 dollars l'action. Attention, c'est pas parce qu'une entreprise cote à 500 dollars ou 100 dollars l'action qu'elle est surévaluée. Non, pas du tout. C'est juste que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir acheter cette entreprise à ce prix-là. Ou bien c'est juste qu'il n'y a pas assez d'actions présentement ici. Donc, si elle fait un split, par exemple, enfin, pas un split, mais si elle vous fait un. Comment on appelle? C'est le nom qui m'échappe présentement. C'est pas un split généralement. Donc, si elle augmente le nombre d'actions ici aujourd'hui, ça vous permet ici d'avoir un prix. Oui, c'est exactement ça. C'est un split. C'est le split. Parfois, je m'en mêle. Donc, c'est un split. Si elle fait un split ici aujourd'hui, vous aurez. Le prix de l'action va diminuer. Donc, ici, nous, on parle complètement de valeur. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez 1000 dollars que vous allez vous dire que c'est surévalué ni quoi que ce soit. Pas du tout. Et en plus, aujourd'hui, vous pouvez acheter des fractions d'actions. Donc, si on a une croissance de 30%, 32% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu actuel par 4. Donc 8 milliards multiplié par 4, ça fait diviser ici, multiplié ici par 10% de marge bénéficiaire.
Ça fait, après, ça revient à peu près à 32 milliards, 32 milliards, 10% de 32 milliards, c'est 3 milliards 200, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions actuelles, ça fait 1538 dollars l'action. OK? Donc maintenant, si la croissance est plus élevée, voilà, on peut aller open bar, hein, on va se dire 40% de croissance sur les 5 prochaines années. C'est tout à fait possible, d'accord? Tout dépend de la taille du marché, d'accord? Multiplié par 8 milliards en date d'aujourd'hui, d'accord? Ça nous donne combien? Ça nous donne ici 43 milliards. 10% de 43 milliards ici, ça donne ici 4 milliards 300. Donc on va faire ici 4 milliards 300 multiplié par 25 fois les bénéfices. Moi, la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici à peu près 2000 dollars l'action. OK, donc ça reviendrait à dire que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, je vous ai toujours dit qu'au mieux, c'est toujours mieux d'acheter une compagnie de croissance pour moins que ce qu'elle ne vaut normalement sans la croissance. D'accord? Ou bien équivalent de ce qu'elle vaut présentement sans la croissance. D'accord? Si l'entreprise en date d'aujourd'hui sans croissance et au prix actuel est cote aux alentours de, voilà, 626 dollars. Si le prix actuel correspond à la valeur de l'entreprise sans la croissance, on a une opportunité d'investissement. Donc, tout ce qui aura comme croissance supplémentaire, ça sera un bonus. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas l'évaluer de cette façon-là, c'est parce que j'aimerais me protéger. La marge actuelle pourrait diminuer. On pourrait avoir des marges de 5%. Si on a des marges de 5%, par exemple, ça veut dire que ce qu'on a en train de faire présentement, ici, vous divisez juste le prix par deux. Au lieu d'avoir 1538 ici, on aura à peu près 1750 dollars l'action. Au lieu d'avoir 2000 dollars l'action, ici, on aura à peu près 1000 dollars l'action. D'accord? Donc, c'est très important de savoir à peu près quelles sont les marges prévues par le management. Donc, il faut lire les rapports financiers pour ça. Donc, si j'avais évalué l'entreprise d'une autre façon, j'aurais pris la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, sur la valeur d'entreprise sur le revenu par rapport à la moyenne du secteur d'activité. Donc, vous constatez ici que la valeur d'entreprise sur le revenu ici, par rapport à ce secteur d'activité ici, dont le revenu actuel est de 8 milliards. D'accord? Si le revenu est croissant sur les 5 prochaines années de 32% en moyenne, donc ça fait 4 fois 8. 4 fois 8, ici, on arrive à 32 milliards. D'accord? Ça, c'est le revenu maintenant. Donc, ici, maintenant, c'est valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Donc, tout ce qui est noté ici a lieu d'être. D'accord? Donc, c'est valeur d'entreprise divisé par le revenu, valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, ici, c'est le revenu en tant que tel. Donc, 32 milliards. 32 milliards, ça correspond à une croissance de 32% sur les 5 prochaines années. En moyenne, ça revient à multiplier le revenu par 4. D'accord? Donc 4 fois 8, 8 fois 4, ça fait ici 32 milliards. D'accord? Et ici, on va juste le laisser comme ça, on va le mettre 0 juste pour ne pas compliquer la tâche. OK. Maintenant, si on prend le minimum, enfin, je dirais, on va prendre la moyenne du benchmark. Donc, par rapport à son benchmark ici, son benchmark ici correspond aux entreprises qui font à peu près la même chose qu'elle, selon ce logiciel. Parce que Liquidity Service, c'est pas la même chose, c'est une plateforme c'est une plateforme d'échange normalement, mais bon, à la fin de la journée, on peut également la prendre. Il y a Amazon, qui a la plateforme de e-commerce, qui fait également autre chose à côté. On a eBay, qui est parfaitement e-commerce, d'accord? On a également CRM. CRM ici, c'est Salesforce. Est-ce que Salesforce doit être comparé à cette entreprise ici? Point d'interrogation. Également, vous avez CSGP. CSGP, c'est Costar. C'est une très, très belle entreprise. Là, voilà ici. Costar, ici, c'est un fournisseur d'informations d'analyse de marketing basé à Washington pour le secteur de l'immobilier commercial. C'est une très belle entreprise qui est peut-être surévaluée présentement, mais qui pourrait représenter une bonne opportunité d'investissement si le prix actuel vient à arriver à un certain niveau. D'accord? Regardez les rapports financiers, regardez les états financiers. Croissance des marges, croissance des revenus. On a à peu près des marges, enfin, on a une croissance du nombre d'actions ici aujourd'hui, mais c'est compréhensible. Elle est moins élevée, elle est de plus en plus moins élevée. Et voilà, vous avez une croissance des free cash flow ici. Donc, techniquement, on pourrait avoir une opportunité d'investissement dépendamment du prix de l'action. Mais ça reste déjà une belle entreprise. On peut déjà voir ici qu'on a une belle entreprise qui a sans doute un pricing power, qui a des avantages compétitifs énormes. Donc, allez-y, regardez cette entreprise en particulier. Donc, c'est un marketplace. Donc, ici, quand on va regarder la moyenne de la valeur d'entreprise sur le revenu dans ce secteur d'activité ici est de 2,5 fois les revenus. D'accord? Si on prend la moyenne et qu'on l'applique ici à 2,5 fois les revenus, d'accord? 2,5 fois les revenus, on se dit qu'on peut avoir une valorisation ici aux alentours de 1500 dollars. Remarquez que ce n'est pas la première fois qu'on arrive à avoir 1500 dollars ici. Quand on avait ici marge bénéficiaire de 10% tout en ayant un revenu de 32 milliards, donc 10% de 32 milliards, ça donnait 3 milliards 200 divisé par le nombre d'actions ici, ça donnait à peu près aux alentours de 1500 également. Donc ça fait 2 fois qu'on a 1500 dollars
avec une méthode d'évaluation différente. Ça reste toujours une méthode d'évaluation sur les multiples, mais ça fait 2 fois qu'on arrive à avoir le 1500$ par là. Donc, si on prend le benchmark moyen, d'accord, et que l'entreprise s'échange présentement et que l'entreprise arrive à avoir une croissance de 32% en moyenne sur les 5 prochaines années, ce qui est tout à fait possible, tout en s'échangeant au niveau du benchmark, donc au niveau de la moyenne dans cette industrie-ci, à 2,5 fois les revenus par rapport à la valeur d'entreprise, d'accord, on pourrait avoir une opportunité d'investissement. On pourrait avoir une opportunité d'investissement. Mais maintenant, ça dépend de quoi? Ça dépend non seulement de la croissance des revenus, du volume de croissance des revenus, et la croissance des marges. Donc, le côté fintech, c'est bien d'avoir de la croissance, mais il faut interroger cette croissance-là. Est-ce qu'elle est qualitative? D'accord? Donc, encore une fois, sur les compagnies de croissance, je ne veux pas m'étendre ici en disant que c'est surévalué ou bien c'est sous-évalué. Je vous donne matière à réflexion. À vous de prendre la décision qui s'impose. Vous avez les différents éléments. Dans tous les cas de figure, si vous pensez qu'on aurait une croissance de 32%, interrogez par rapport à quoi vous le dites. Est-ce que le management l'a mentionné? D'accord? Est-ce que c'est par rapport à la taille du marché? Et si c'est par rapport à la taille du marché, qui sont les compétiteurs? Donc, voilà ce que vous devez lire dans les rapports financiers. Ce sont les informations que vous devez aller chercher. Mais pour l'instant, ici, Mercado Libre, c'est une entreprise qui m'intéresse énormément. Mais est-ce que je vais l'acheter au prix actuel? J'ai pour habitude d'acheter des entreprises de croissance à un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc, idéalement, pour moi, j'aimerais que cette entreprise vienne me chercher aux alentours des 350, $500 à l'action. Enfin, $350 à l'action par là. Parce que si on l'avait identifié, par exemple, à 25 fois les bénéfices ici, tout en ayant à peu près 8%, 10% ici de marge bénéficiaire, ça revenait ici à 350. Donc, idéalement, j'aimerais l'acheter à $350 à l'action. C'est un prix qui n'inclut pas la croissance des revenus. D'accord? Qui prennent des marges de 10%, qui sont des marges qu'on a déjà eu à voir par le passé. Mais attention, parce que si on la compare à Amazon, Amazon a des marges d'à peu près de 5%. C'est vrai qu'Amazon sous-évalue ses marges présentement parce qu'elle est en processus de croissance. Les marges pourraient augmenter. Donc, il ne faut pas juste prendre les marges actuelles et se dire que non, les marges actuelles, voilà, c'est ce qu'on pourrait avoir pour la vie, pour la fin des temps. Enfin, jusqu'à la fin des temps, entre parenthèses. Donc, il faut interroger à peu près la stratégie du management. Donc, j'aurais bien voulu retrouver ici un document qui montre à peu près quels sont les objectifs de marge ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Si on ne le présente pas, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas d'objectif de marge présentement, on attend voir à peu près ce que ça va donner. Et ça donne ici, voilà, il faut être très, très prudent. Donc, idéalement, cette entreprise au prix actuel, c'est correct, d'accord? C'est correct. Si la croissance est très très élevée, tant mieux, d'accord. Même si la croissance est très élevée et que l'entreprise s'échange par exemple à une valeur d'entreprise multipliée et une valeur d'entreprise équivalent à une fois les bénéfices ici, à une fois les revenus ici. Donc valeur d'entreprise sur le revenu qui est équivalent à une fois par rapport, quand on prend en considération la croissance des revenus ici de 32%, ça viendrait à dire que l'entreprise ici vaudrait aux alentours de $585 à l'action. Aux alentours d'aujourd'hui, on a $626 à l'action. Il n'y a pas une grosse différence, donc on se dira que même avec la croissance inclus, même si l'entreprise se négocie à un niveau équivalent à son revenu, donc une fois les revenus, voilà, le prix pourrait être tout simplement correct. D'accord? Donc, ce qui nous permet de dire qu'on pourrait peut-être avoir une opportunité d'investissement ici. Mais encore une fois, belle entreprise. Si vous voulez l'acheter, lisez les rapports financiers pour investir avec conviction. Pour moi, en date d'aujourd'hui, Mercado Libre, c'est une belle entreprise. Mais vous savez ce que ça implique pour investir avec conviction. Idéalement, je dis bien idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours de $350 l'action, mais le prix actuel ne me dérange juste pas. Mais ça, c'est moi. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, lisez vos rapports financiers. Concentrez-vous sur la partie fintech. Ce n'est pas parce qu'il y a de la croissance du revenu que ce revenu-là est potentiellement qualitatif. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.